En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour tout le monde. On se retrouve pour le podcast numéro 228. Regardez comme c'est impressionnant. Avec une question de Frédéric Delabrouille. Alors Frédéric, le vieux de la vieille, le premier parmi les premiers, le totem d'immunité, le premier patriote. Et oui, c'était lui, il l'a fait, il l'a été. The first man, yes, it's totally amazing. Ah ouais, putain, amazing. Voilà. Donc, question de Frédéric. Question intéressante. Je rêve d'être bénévole. Alors, c'est pas tout à fait ça. Je rêve d'être bénévole, comment faire? Alors, Frédéric a été fasciné de voir qu'aux États-Unis, USA, motherfucker, it's incredible, amazing, encore une fois. Donc, Frédéric a vu qu'aux États-Unis, il y avait certaines courses, certaines compétitions de trail running, qui te demandaient d'être bénévole. C'est-à-dire que si tu voulais t'inscrire à la course, non seulement il faut payer ta dîme au seigneur local, mais en plus, tu dois justifier d'avoir fait acte de bénévolat sur une autre compétition. Donc en France, on pourrait donner un exemple factice, ça n'existe pas, mais vous voulez participer à la Maxi Race. Eh bien, pour participer à la Maxi Race, vous êtes obligé, lors de l'inscription, de montrer à la fois ce ridicule certificat médical, que vous avez sans doute falsifié comme tout bon trailer, adepte de Paint, voire Photoshop pour les plus malins d'entre nous. Vous devez montrer, en plus du certificat médical, un certificat de bénévolat qu'un organisateur vous aura fourni. Voilà, par exemple, vous avez été bénévole au Trail Nivolet-Revard. Moi, Hugo Ferrari, organisateur du Trail Nivolet-Revard, paf, je mets un gros coup de tampon sur une feuille en disant voilà, Madame Michu a bien été bénévole au Trail Nivolet-Revard, elle a été gentille, elle a mordu personne, ça s'est bien passé, voilà. Et avec ce petit laissez-passer, vous pouvez vous inscrire à l'autre compétition. Moi, je trouve ce concept très très intéressant, on va revenir dessus juste après l'introduction légendaire. Voilà, excuse-moi, je savoure un délicieux café, alors je vais faire comme les autres podcasteurs, je vais faire de la très très grosse pub ultra violente, voilà, merci le panier à café, patati patata. C'est un sponsor, un partenaire, le partner. C'est amazing, bien sûr. Ouais, il déboîte quand même ce café. Putain, qu'est-ce qu'il est bon. Alors, il n'y a pas que le panier à café. On est parti dans une digression, là, déjà. Il n'y a pas que le panier à café qui fait du très très bon café. En fait, vous avez ce qu'on appelle des torréfacteurs il y en a un peu partout dans les villes. Alors, autour de Chambéry, pas trop. Il faut en trouver un à Chanaz. Et puis sinon, le panier à café qui est sur Annecy. Alors un torréfacteur, qu'est-ce que c'est? C'est un mec qui va, entre guillemets, qui va torréfier les graines de café. Et il y a une manière de faire, tu vois, il y a un respect. Alors après, on peut pinailler sur la technique, mais globalement, le b.a.-ba du truc, c'est de pas les faire cuire trop longtemps. Voilà. Trop violemment, pardon. Si tu veux une torréfaction, ça dure à peu près 12 minutes. Ah merde, j'en ai mis partout. Oh, quel con. Une torréfaction dure à peu près 12 minutes. Et évidemment, l'industriel, toujours plus malin que les autres, s'est dit, attends, en augmentant la température et en flashant comme ça d'un coup, là,
Moi, en 1,30, je te la torréfie la graine. Ouais, bon, bah le problème c'est qu'elle est brûlée, du coup le café est dégueulasse. Voilà. Donc, si vous voulez boire un bon café, n'achetez pas forcément le truc ultra cher, parce qu'il est bio, parce qu'il vient de je sais pas où, etc. S'il a été mal torréfié, il a été mal torréfié. Achetez un produit d'un torréfacteur. Et là, vous serez sûr de goûter à quelque chose de très 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 bon. Alors après, bah, on peut pinailler hein, sur les goûts, machin, tout ça, mais ça reste top. Alors, l'introduction, bien sûr, commence comme à chaque fois avec les nouveaux patriotes, les nouvelles personnes qui rentrent dans la secte, hein, puisque c'est payant, c'est dirigé par moi, le gourou, hein, donc on est vraiment sur une définition pure et dure de la secte. En plus, les gens ont vraiment beaucoup de mal à en sortir, voilà, etc. Leurs amis comprennent pas, donc c'est vraiment la secte, la Ducarmi, voilà. Pas comme Skippy, plus... Donc bienvenue à Thiebaud, j'ai pas le prénom, juste Thiebaud, Clément Violet, Jérémy Chalier, Alexandre Gallet, Gauthier Perrault et deux retours. Voilà, ils avaient quitté le troupeau, mais bien sûr, hein, comme avec toute drogue, on a du mal à vraiment se sevrer. On y retourne hein, toujours hein, quand on y a goûté. Donc le retour de Manuel Feu et de Vincent Piquet. Alors messieurs, sachez-le, quand vous quittez le Patreon, déjà on vous pourchasse. Et en plus, on supprime tout. C'est-à-dire qu'au moment où vous sortez de la plateforme, en fait, le compte sur le forum est supprimé, parce que c'est relié. Et du coup, si vous revenez, en fait, il faut recréer quelque chose. Voilà, c'est pour ça que des fois, on me demande, on me dit, ah Hugo, j'ai plus accès au machin et au truc et bidule. C'est normal, c'est que le compte a été supprimé, il faut en recréer un. Voilà. À part ce petit détail, tout va bien. Alors le Patreon, qu'est-ce que c'est? Évidemment, je vais te le promouvoir, vu que c'est un abonnement payant, Make Money Great Again. Tous les lundis, publication de la revue de presse. Qu'est-ce qui s'est passé en trail ce week-end sur les compétitions? On ratisse un peu large, on va chercher un peu aussi ce qui se passe en course sur route. Le week-end dernier, c'était Eliud Kipchoge qui battait son propre record du monde. Le mec s'amuse tout seul, tu vois, il a besoin de personne. 2 semaines avant, c'était un autre Gugus encore qui battait son record du monde, le Lituanien, sur 24 heures, voilà, course de bourrin. 319 km quand même le garçon. Ça c'est très très belle activité ça sur Strava. Même en vélo ça cause, tu vois déjà 300 bornes. Lui sans pression il les fait à pied en moins de 24 heures. Donc le lundi revue de presse sur le Patreon, voilà, c'est assez sympa, entre 5 et 10 pages on va dire suivant l'inspiration du jour. Le vendredi, un article un peu plus cossu, tu vois, pour parler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce vendredi? Moi, ce vendredi, j'ai envie de retourner parler un peu nutrition. Alors, pas moi, bien sûr, puisque je ne suis pas diplômé, je ne suis pas légitime. Mais Sébastien Diffenbrom va nous faire un article. Voilà, je pense hein, qu'on va parler perméabilité intestinale. On balayera évidemment le gluten, mais vous allez voir, pas que. Voilà, ça c'est pour ce vendredi. De ce Patreon, tu vois, Joke Army, je me suis dit on va créer un esprit, communauté, un truc de fête. Donc le forum a été créé pour que les patriotes puissent discuter entre eux de tout et de rien, puissent faire des jolis comptes rendus de course aussi. Certains sont très très détaillés. Seul Hippolyte Pesci pour l'instant ajoute des photos, mais n'hésitez pas hein, pour les autres, n'hésitez pas à mettre des photos parce que des fois c'est quand même très très long à lire. Alors une petite photo au milieu, c'est sympa. Donc ils ont le forum, le calendrier. Alors là c'est un message que j'adresse aux patriotes. Inscrivez-vous sur le calendrier, inscrivez vos courses sur le calendrier, parce que si vous voulez que je parle de vous dans la revue de presse, donc il y en a que je commence à bien connaître et je sais à peu près où ils vont courir, mais il y en a que je connais pas trop, que je découvre. Donc si vous n'êtes pas inscrit sur le calendrier Trello, j'aurais du mal à voir ce que vous avez fait ce week-end. Voilà, ça aussi c'est intéressant, un calendrier où voilà, on peut rejoindre les autres dessus, ça c'est très 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 intéressant. Je remercie Benoît Leroy qui m'a montré ça. Et ensuite, il y a la boutique. Alors là, c'est pour me rapporter encore plus de thunes, parce qu'on en a jamais assez, hein, vous le savez, le capitaliste en veut toujours plus, hein, même quand ça n'a aucun sens, il veut amasser. Donc j'ai créé, on va dire j'ai rebadgé
du textile, donc Brubeck me fournit des bonnets, des t-shirts, Made in Europe, l'usine est en Pologne, et ce Made in Europe, donc moi j'estime que c'est quelque chose de qualité, je te le floque avec les couleurs de la Duc Army, le logo, le fameux logo, El Famoso logo. Alors le bonnet, personne en voulait. Hein. Depuis mai, franchement, 0 commande. Et là, ça y est, on a pris les premières neiges dans la gueule, ou pluie pour ceux qui sont pas en très haute altitude. Et du coup, ça recommande un peu du bonnet. Là, j'en ai 3 qui sont partis dernièrement. Écoutez, n'hésitez pas. En tant que très bon marchand, j'ai refait le stock de bonnets avant l'hiver, donc vous pouvez y aller, j'ai peur de rien ni personne. La casquette a beaucoup plu, mais il m'en reste encore pas mal, parce que j'en avais fait énormément, vu que j'ai les yeux plus gros que le ventre. La casquette, vous pouvez y aller. Alors la casquette, aïe, là c'est du Made in China, voilà, je suis totalement désolé. Alors c'est du Made in China qui est venu en paquebot. Voilà, la casquette n'a pas pris l'avion. Ouais, notez ce petit détail qui fait que j'ai un approvisionnement tous les mois. C'est un peu long, mais bon. Et en fait, pourquoi je suis allé chercher la casquette en Chine, hein, c'est pas parce que je suis le dernier des bâtards, mais parce que ce sont les seuls à maîtriser, pour l'instant, l'art du produit recyclé en tant que couvre-chef. Et les habits recyclés, ça commence à venir un peu en Europe, mais le couvre-chef, pour l'instant en Europe, on est un peu à la traîne, et donc un joli couvre-chef en matériaux recyclés, donc le plastique qui fait le filet, etc. Pour l'instant, dans les pays asiatiques, ils sont au point, ils font des jolis couvre-chefs avec ça, donc je me suis dit c'était intéressant de faire découvrir, et puis quand on pourra, on passera bien sûr sur une production plus européenne. Voilà, en attendant, vous avez du plastique recyclé sur la tronche, et en fait, vous vous apercevez de quoi ? Que c'est tout aussi agréable que du plastique pas recyclé, donc ça c'est cool. En plus, je suis allé chercher la plus haute catégorie. Le brodage. Le brodage, on l'a quand même fait faire à Annecy par Hedict. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le site ? Les petits patchs. Ouais, les petits patchs du Carmi, ça c'est toujours sympa. C'est Françoise qui a fait les patchs. Non, je déconne pas, elle s'appelle vraiment Françoise. Elle a son atelier dans le 83 ou 84. Bref, le sud de la France. Et voilà, elle m'a brodé les petits écussons. Alors j'en avais commandé 600, tu vois, elle avait un peu halluciné. Elle m'avait dit, mais vous êtes sûr, monsieur ? Vous en voulez pas 60 ? Je dis, non, j'en veux 600. Moi, je suis un malade, moi, je vais... Non, moi, vous m'envoyez un colis, le truc, il est bombé, ou alors vous me l'envoyez pas, 600. Ah bon, d'accord, j'aurais besoin de 2 semaines quand même. Ouais, pas de souci, Françoise, 2 semaines, aucun problème. Donc voilà, petits écussons réalisés, brodés dans le sud de la France. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les chaussettes made in France. La chaussette de France, ça c'est le produit phare. En même temps, vous, trailers, vous êtes quand même des sacrés bourrins, et vous en consommez de la chaussette. Hein. Ouais, ça vous bornez, hein, ça vous l'aimez la borne. Hein. Donc, y en a qui m'en recommandent, hein, ils m'en ont commandé une paire ou deux, et puis 6 mois après, tiens, je te reprends une paire, machin et tout. Pas de problème. Alors j'arrive un petit peu au bout du stock là sur certaines pointures de chaussettes, mais évidemment on va refaire une énorme commande auprès de la chaussette de France. Voilà, donc là c'est brodé à 3 dans l'usine de la chaussette de France, anciennement T-Smile, depuis 1960. Belle entreprise française, hein, malheureusement pas cotée en bourse, je peux pas y mettre mon capital, mais non, vraiment, super produit, hein, tous ceux qui ont essayé. Ceux qui connaissaient, ils connaissaient, et ceux qui connaissaient pas, en général, ils m'ont tous écrit un message pour me dire à quel point c'était génial. Et évidemment, comme je suis un très mauvais marketeur, j'ai oublié de faire des copier-coller du message, tu sais, pour mettre sur mon site, j'ai trop kiffé, c'est de la balle, paf, 5 étoiles, ça fait un avis comme ça. Et ça attire les commandes. Voilà, ça c'est un truc de marketeur et je ne l'ai pas fait évidemment vu que je suis mauvais. Mais voilà, j'aurais pu. Voilà un petit peu pour ce qu'il y a sur le site. Donc n'hésitez surtout pas à commander. Ça enrichira un peu plus le duché de Savoie. Et vous le savez, hein, mon Hummer consomme énormément d'essence. Mais étant donné que je laisse les lumières allumées chez moi en permanence et que je me chauffe à un peu plus de 25 degrés parce que j'adore déambuler en slip dans mon salon, l'électricité coûte cher, donc j'ai besoin de vous, hein, voilà, encore une fois, j'avais besoin de vous pour payer
l'essence de mon Hummer, je l'utilise pour faire des trajets de 500 mètres parce que je m'en fiche. Et donc là, maintenant, c'est le prix de l'électricité qui commande à me prendre à la gorge. Et j'ai vraiment pas envie de baisser mon chauffage, hein. J'estime que 25 degrés, j'y ai droit. Donc allez-y, faites des commandes. Alors, là, tu te dis, on a fini l'introduction. Prochaine date en tant que speaker, ça va être le trail du Petit Saint-Bernard, mais la météo est très mauvaise. Donc, à l'heure où j'enregistre le podcast, hormis l'inquiétude de l'organisateur dont il m'a fait part, je n'ai pas d'autres informations sur le déroulé, donc on est mercredi matin, sur le déroulé des choses. Ça aura peut-être lieu, peut-être sur un parcours différent, peut-être que ça n'aura pas lieu, peut-être que ça sera décalé, peut-être... Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Alors, qu'est-ce que c'est la problématique, vous allez me dire? En fait, la problématique, c'est vous faire passer en haute montagne. C'est poser un balisage. Parce que s'il neige sur le balisage, zombie, walou. Et pour ceux qui ont fait le parcours, il y a des endroits où on ne peut pas glisser. Parce qu'il y a la falaise. Et donc derrière, c'est le décès. C'est le décès de la personne qui glisse. Et qu'est-ce qui se passe en cas de décès? La famille nous casse les couilles. Donc on peut pas faire décéder des trailers. Voilà. Puis l'accès aux secouristes, hein, quand vous avez de la neige à 3000 mètres d'altitude, le secouriste vient pas forcément vous chercher très très vite. Donc là encore, un décès. Voilà, décès. C'est le problème. Point de vue coureur, écoute, j'ai fait le 33 km du 106, c'était vachement sympa. J'ai pas gagné, loin de là. Je fais un temps qui est correct, 3h19 et des bananes, je suis vraiment content. L'objectif était de passer sous 3h30, j'estimais qu'au-dessus de 3h30, au-dessus de 3h30, c'était plus de l'entraînement tonique qu'une vraie compétition, donc je suis vraiment très heureux de ça, je me suis beaucoup motivé mentalement. Et surtout, j'ai fait une course linéaire. C'est-à-dire que du début à la fin, je pense que j'allais tout le temps aussi vite. Voilà, je suis très heureux, c'était un beau parcours, il faisait beau. Franchement, il n'y a rien à dire, c'était une belle journée. Point barre, point à la ligne, on arrête là. Direction la Sépienne, dimanche 9 octobre, pour un 24 km et 1700 mètres de dénivelé. Alors l'an passé, j'avais gagné en 2h30. Du coup, voilà, si cette année je pouvais mettre 2h29, ça me ferait énormément plaisir. Et toutes ces jolies courses courtes ont un but, me redynamiser après l'UTMB. Et le fait d'avoir des compétitions régulièrement va m'empêcher de tomber dans un trop-plein à l'entraînement. Et donc, je vais vraiment contrer les effets de l'Ultra Trail qui a été réalisé à l'UTMB. Là, maintenant, je vais redevenir un peu coureur cet hiver. J'envisage même presque, peut-être, de me licencier dans un club d'athlétisme. Pour faire de l'athlétisme, hein, pas pour juste avoir une licence. Pour vraiment profiter du groupe. Allez, il est l'heure d'aborder la question jingle. Non, je déconne, il n'y a pas de jingle. Je rêve d'être bénévole, comment faire? Alors, donc c'est vrai que sur certains trails aux US, comme je le disais un petit peu en préambule, il faut être bénévole sur un autre trail et venir avec ton petit certificat de bénévole pour prouver que tu l'as été, et à ce moment-là, tu peux t'inscrire. Et ça, c'est très très bien, parce que sur toutes les courses, en France bien sûr, puisque je suis speaker sur les courses en France, on fait très attention à vraiment remercier les gens qui ont été bénévoles lors de l'événement, parce que globalement, ils sont venus là de leur plein gré. Ils sont venus vous donner leur dimanche, vous donner leur samedi, vous donner leur samedi et leur dimanche parfois, dans des conditions qui sont parfois sympathiques, parfois difficiles. C'est-à-dire que le bénévole, ça peut lui arriver d'attendre 8 heures sous la pluie en pleine montagne, juste pour vous indiquer le chemin à prendre, parce qu'il y a une intersection compliquée et un simple balisage suffirait pas forcément, tu vois. Le bénévole, ça va être quelqu'un qui va tenir un ravitaillement dans le vent. Donc déjà, il monte avec le ravitaillement au moins 2 heures avant voire même peut-être 3 heures avant que le premier coureur passe. Il installe son ravitaillement, il faut physiquement décharger les chapiteaux, décharger les tables, monter les chapiteaux, mettre la bouffe dessus, la mettre un peu en ordre avec les assiettes, les trucs, les machins. Après, il faut voir passer l'ensemble des concurrents, donc du premier au dernier. Parfois, il peut y avoir un très très gros laps de temps.
Et après, il faut démonter, il faut ramener le matos au lieu de départ et d'arrivée de la course. Donc là, c'est quand même un sacré boulot. Et la personne va le faire gratuitement sur son dimanche plutôt que de le passer en famille avec ses amis, ceci, cela. Alors, on peut y voir une autre dimension. Certains font bénévole en groupe. C'est-à-dire, voilà, ils sont un groupe d'amis et tous les ans, sur tel trail, c'est eux les bénévoles du ravitaillement numéro 2. C'est eux, c'est leur groupe, c'est un peu leur... voilà, ils se font un week-end comme ça, ils se soutiennent mutuellement, ils font bonne ambiance pour vous offrir le ravitaillement. Ça, on le voit souvent aussi, c'est vraiment bien. Donc en France, il n'y a aucune course qui t'oblige, soit coureur, à prouver que tu as été bénévole pour venir t'inscrire. Donc en gros, en France, nos coureurs peuvent être uniquement des consommateurs. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, bien souvent, les coureurs, enfin de temps en temps, il y en a quand même pas mal qui font bénévole sur la course à côté de chez eux, sur des fois d'autres épreuves sportives, à côté de chez eux, voilà. Il y en a beaucoup qui donnent de leur temps en tant que bénévoles. Il n'y a pas deux catégories, il n'y a pas des bénévoles d'un côté et des coureurs de l'autre. Il y en a quand même beaucoup qui font les deux. Maintenant, c'est vrai, ça c'est mon avis, ce serait intéressant de... Peut-être pas sur toutes les courses, mais ce serait intéressant que quelques courses demandent aux coureurs un certificat de bénévolat pour s'inscrire. C'est-à-dire, voilà, pour s'inscrire, il faut que tu aies fait bénévole. Parce que ça permettrait aux gens... Ça permettrait deux choses. Ça permettrait à beaucoup de coureurs de comprendre un peu les rouages de la course. J'y reviendrai tout à l'heure. Et ça permettrait aux organisateurs de trouver plus facilement des bénévoles. Parce que, et c'était un peu dans le mail que Frédéric m'a envoyé, qui sont les bénévoles en fait sur une course ? C'est qui ces gens ? C'est qui ? Principalement, très principalement, ce sont des locaux, les gens du village. Par exemple, j'organise le trail Niveau-les-Revards. On a quasiment exclusivement que des gens de Vauglan. C'est la commune du départ de la course. Alors après, t'en as un petit peu qui viennent de Sona, parce que c'est à 2 km. T'en as un petit peu qui viennent d'Aix-les-Bains, Chambéry, etc. Bref. Disons que c'est le village et les communes limitrophes. T'as vu, j'ai utilisé limitrophes. Ça t'épate, hein. Si tu sais pas ce que c'est, il faut que tu retournes au collège. Plutôt en cours d'histoire que de français, c'est vrai. Après, on a aussi un phénomène curieux et étonnant qui n'est pas sur tous les trails, loin de là, mais vous avez des groupes de bénévoles. C'est-à-dire que vous pouvez adhérer à des espèces d'associations qui entretiennent à jour toute une liste de bénévoles. Des gens qui peuvent appeler comme ça, ouais machin, t'es libre le 10 avril pour aller là et tout. Ah bah ok, on fait un groupe, tout ça. Donc en fait, moi j'avais rencontré à Avoria en 2018 un certain Quentin de Lyon, que j'ai revu, tiens d'ailleurs à l'occasion de Niveau-les-Revards. Et ce Quentin gérait un groupe de bénévoles. Donc il avait toute une liste de noms, prénoms, numéros de téléphone et email. Et quand une course faisait appel à ses services, il disait ouais, écoute, je fais appel à tes services, mon petit pote. Moi j'ai besoin de 50 bénévoles, j'arrive pas à les trouver, voilà, est-ce que toi dans ton réseau tu les aurais ? Et là Quentin, qu'est-ce qu'il fait ? Il contacte tous ceux qu'il peut contacter, il essaye de constituer un groupe de 50 personnes, et ce groupe de 50 personnes, il va le gérer, il va se démerder pour qu'ils arrivent à la course sans trop se faire chier. Alors ça peut être louer un bus, ça peut être plein de choses. Sur la course, il va s'assurer que les gars, ils soient défrayés, c'est-à-dire que s'il reste 2 jours, ils soient logés à un endroit sympathique, qu'ils aient les plateaux repas, les sandwichs, les trucs, les machins, l'accès au café, à la buvette, tout ce que tu veux. Faut pas que ça le fasse chier, tu vois, le mec d'être bénévole, faut qu'il soit confortablement reçu. Donc t'as ça qui existe, c'est vrai que tu peux donner ton nom, ton numéro de téléphone et ton adresse email pour qu'on puisse te contacter à un organisme qui gère des bénévoles. Ça c'est pas mal je trouve, parce que t'as des gens qui font bénévole aussi pour retrouver un peu de lien social. C'est-à-dire que des fois, par les hasards de la vie, tu te retrouves à un moment donné à passer tes week-ends un peu tout seul. Alors pas forcément tous, mais disons que, je sais pas moi, dans l'année, il y a une quinzaine de week-ends où t'es tout seul, t'as peut-être
pas de conjoint, ou t'en as plus si t'es une personne âgée, ou t'as déménagé, tes amis habitent pas forcément près de chez toi, ta famille non plus, voilà. Donc il y a tout un tas de raisons qui font que parfois on passe des week-ends tout seul, et si on commence à en passer beaucoup, ça peut être un peu déprimant. Et du coup, on peut s'inscrire à ces listes de bénévoles. Et comme ça, on peut être appelé pour aller sur telle ou telle compétition. Ça permet peut-être de découvrir un nouveau coin, un coin qu'on ne connaissait pas, en étant invité, défrayé, tout ça. Et ça permet aussi de rencontrer des gens pendant qu'on fait bénévole. Voilà, en général, on discute les uns les autres. C'est quand même le but du truc. Donc c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et puis après, il y a un dernier type de bénévole, c'est les fous furieux. En l'occurrence, je vais vous en citer deux folles furieuses. Martine Raymond, qui est bénévole sur plus d'organisations que je suis speaker. On avait compté avec Martine, elle m'a dépassé. Donc là, par exemple, Martine, où est-ce que je vais la retrouver prochainement ? À l'Eventry Roya. Là, je vais retrouver Martine en tant que bénévole. Voilà, je la croise à peu près partout, au marathon du Mont Blanc, à l'UTMB, à la Maxi Race. Tiens, elle n'est jamais venue à la Niveau-les-Revards, mais voilà. Et Laurence, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Camponegra, mais Laurence qui est bénévole un peu partout, elle aussi, que j'ai beaucoup vu en juillet-août. En mai, juillet et août, je l'ai vu sur quasiment tous mes événements. Et voilà, donc ça, ce sont deux dames qui sont presque tous les week-ends bénévoles sur un événement. Donc voilà, il y a de tout, mais globalement, quand une course a lieu, la majorité de ces bénévoles, ce sont les gens du village. Et ça peut être parfois très compliqué parce que quand on fait une course, donc je vais citer la Montagnarde. La Montagnarde, ils y arrivent. Mais niveau bénévole, ils aimeraient bien en avoir un peu plus. Tu vas me dire, mais c'est quoi le problème ? La Montagnarde, ça a lieu à Saint-Nicolas-de-Véros, juste au-dessus de Saint-Gervais. Déjà, Saint-Gervais, on va dire, c'est pas surpeuplé, c'est beaucoup de locations touristiques. Mais Saint-Nicolas-de-Véros, alors là, on est très très loin d'une surpopulation. Et du coup, il y a personne qui est sur place. Donc, venir faire bénévolat à la Montagnarde implique nécessairement un déplacement plus ou moins conséquent. Et du coup, ils ont du mal à trouver beaucoup de bénévoles. Du moins, ils aimeraient bien être un peu plus. Donc ça, c'est vrai que quand vous organisez une course à Pétaouchnok dans un petit village, ça peut être compliqué de trouver suffisamment de bénévoles. Et ce qui est d'autant plus ambivalent, c'est que... Pardon, excusez-moi pour le vocabulaire, je suis allé à l'école. C'est d'autant plus ambivalent que souvent on aime bien organiser les trails au fin fond d'une vallée parce que c'est très joli, parce qu'on a accès à de très beaux sommets, ou alors dans un paysage vraiment pittoresque, dans le centre de la France, un peu en Corrèze par exemple, on peut citer, je sais pas, là où il n'y a pas trop de monde. Et du coup, à ce moment-là, dans l'Aubrac, sur les plateaux de l'Aubrac, la Transaubrac, et du coup, on a du mal à trouver des bénévoles parce qu'il n'y a pas beaucoup de population. Donc ça, c'est difficile. Et on voit un deuxième phénomène, c'est que des courses qui ont lieu dans une très grande ville, et là, je vais citer l'UT4M à Grenoble. Alors, l'UT4M, il y a tellement de courses qu'ils ont un besoin de bénévoles qui est absolument énorme. Mais merde, c'est à Grenoble, quoi. Il y a quand même du monde. Et puis à Grenoble, quasiment tout le monde aime le sport outdoor. Donc c'est quand même curieux à ce moment-là de pas trouver suffisamment de bénévoles. En plus, ils sont pas mal reçus, hein. Franchement, à l'UT4M, moi j'étais animateur. Le bénévole, voilà, on en prend quand même soin, hein. Il y a des repas tous les soirs qui sont organisés dans une salle. Il y a quand même une vraie relation entre les bénévoles, quoi. C'est pas juste je viens, je tiens un panneau pendant 6 heures et je rentre chez moi. Non, il y a un vrai truc autour. Donc voilà, là on peut être un peu déçu peut-être de la population urbaine qui a du mal à s'intéresser aux événements. On peut aussi supposer qu'à Grenoble, des événements, il y en a beaucoup, donc l'UT4M n'est pas le seul, et peut-être que les gens sont trop sollicités. C'est vrai aussi que l'UT4M est en juillet, peut-être que le Grenoblois est parti un peu en vacances en juillet, voilà. Bon, il y a souvent pas mal de raisons qui font que... Mais bon, quand même, hein, c'est Grenoble, on pourrait espérer un peu plus. Donc voilà, je dirais qu'il y a ces deux types de différences.
C'est-à-dire un village avec très peu d'habitants dans un coin reculé, là ils auront du mal à recruter des bénévoles, et une très grosse ville où finalement on est un peu noyé dans la masse, malgré qu'au début on puisse se dire, bah tiens, c'est une grande ville, il y a du monde, on va trouver. Voilà pour qui sont les bénévoles. Ensuite, Fredo pour les intimes, me disait que il se demandait un petit peu comment être bénévole, tu vois. C'était aussi un peu ça sa question. Donc là, Fred, en fait, tu peux toujours te porter bénévole. Je connais pas trop d'événements qui vont me dire non, c'est bon, nous on a assez de bénévoles, on veut pas de toi, reste chez toi, viens pas. À part l'UTMB, je crois que l'UTMB, chaque année, ils ont ce qu'il faut, puis tu sais, c'est carré, quoi, à tel endroit, tant de personnes, etc., etc. Il y a une gestion du bénévole à l'UTMB qui est très particulière, Alors là, par contre, les gens se battent pour faire bénévole à l'UTMB parce que vous êtes très, 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 très bien récompensé, tout simplement. Vous êtes venus, vous avez donné de votre temps. Derrière, il y a des facilités au niveau de beaucoup de choses à l'UTMB. Vous pouvez toujours essayer, sur le site internet, il y a quand même toujours un onglet pour venir postuler, pour venir remplacer certains qui arrêtent. Mais généralement, quand vous avez un bénévole à l'UTMB, c'est pas rare que la personne vous dise ça fait 5 ou 6 ans qu'il vient, quoi. Mais bon, sur toutes les autres courses, on va dire que si vous voulez vous porter bénévole, ce sera jamais superflu, en fait. On aura toujours besoin de vous. Pourquoi ? Je prends l'exemple de mon travail Nivolet-Revard. On fait tout un foin de décembre à mars. On martèle partout pour que les gens s'inscrivent auprès de nos responsables bénévoles pour être sûr qu'on ait suffisamment de monde aux intersections des routes, aux grandes intersections dans les chemins quand il y a vraiment plusieurs directions délicates à prendre, sur les ravitaux, etc. À un certain moment, on a ce qu'on appelle notre réserve minimale de bénévoles, c'est-à-dire 160. Moi, avec 160 bénévoles, je fais tourner l'événement. Il n'y a pas de souci. On est 230 bénévoles. Alors tu vas me dire, à quoi servent les 50 bénévoles supplémentaires ? Ils font quoi ? Ils fument la pipe à côté de la salle polyvalente et puis ils attendent de bouffer leur tartiflette à midi ? Non, pas du tout. En fait, les 50 bénévoles supplémentaires, donc ça c'est mon... Non, plus, attends, qu'est-ce que j'ai dit ? 70 ? Mais 70 bénévoles supplémentaires, en fait, ils sont là pour passer un agréable moment et pour faire passer un agréable moment aux autres. Donc ils se déguisent pas en clown pour faire le pitre. C'est-à-dire que j'ai peut-être y avoir de la neige, de la pluie, du vent ou du soleil. Cette année il y avait du soleil, voilà. Mon bénévole, qui est là au croisement de la route, si je le mets tout seul, il va faire le job toute la journée, il y a pas de problème. Mais il va se faire un peu chier quand même. Alors que si je lui mets un deuxième bénévole avec lui, ils sont deux, ils peuvent se soutenir mutuellement. S'il y en a un qui a envie de faire une petite pause dans la journée, pourquoi pas. Vous voyez, quand on a un certain nombre de bénévoles, ça y est, on peut y aller, on organise la course. Et quand on en a encore plus, ça apporte du confort aux bénévoles. C'est-à-dire qu'ils peuvent être plusieurs sur un poste, ou ils peuvent se relayer sur un poste pour diminuer leur temps d'exposition, leur temps de bénévolat. Voilà à quoi ça sert d'avoir énormément de bénévoles. C'est pour ça que quand vous voyez un événement qui ne demande pas spécialement à trouver des bénévoles, mais que vous avez envie d'y aller, demandez quand même et allez-y quand même. Ce sera toujours apprécié. Donc pour ça, vous avez souvent le site internet de l'événement. En général, il y a une adresse de contact, le numéro de téléphone de l'organisateur. Il y a toujours moyen de discuter sur le site internet de l'événement. Et puis de plus en plus, il y a les pages Facebook des événements. Donc là, vous pouvez discuter. Il y a bien quelqu'un qui va finir par vous répondre. Donc manifestez-vous si vous avez envie de le faire. Moi, je vous encourage à le faire. J'organise le trail Nivolet-Revard de manière tout à fait bénévole et ça m'a quand même permis, en plus de mon métier de speaker, de comprendre un peu les rouages derrière une organisation. Parce que être bénévole, c'est pas juste tenir un panneau et indiquer la circulation, ça peut être aussi gérer un ravitaillement. Vous allez être là à découper des bouts de banane, à les mettre. Vous allez voir que ça part vite, qu'il fallait prévoir du stock, etc., etc. Vous allez vous rendre compte de ce que mangent certains coureurs. Vous allez
vous rendre compte aussi de certains coureurs qui peuvent être un peu agressifs avec vous, hein, ça arrive. Et du coup, une fois que vous aurez vu tout ça en étant de l'autre côté de la barrière, quand vous serez coureur, je pense que vous serez un meilleur coureur. Parce que les gens qui ne font que participer à des courses ne se rendent absolument pas compte de tout ce qui se passe derrière. Ils ne se rendent pas compte des rouages d'une organisation. Ouais, j'organise le niveau Var. À la fin, globalement, les gens sont satisfaits. Mais tu as toujours des remarques. Donc, il y en a qui sont pertinentes, qui sont judicieuses. Et puis, il y en a qui sont un peu bêtes. Dans le sens où, en fait, on me dit oui, mais à tel endroit, il valait mieux mettre un ravito. Oui, d'accord, mais c'est au milieu de la campagne. Comment je l'amène, moi, quoi? Parce qu'en fait, nos ravitaux, ils sont conséquents, vu qu'il y a beaucoup de coureurs. Donc, on les dépose avec un camion. Si tu veux, au milieu de la forêt, le camion, c'est plus compliqué, quoi. Donc, voilà aussi pourquoi ils sont répartis de telle manière. Enfin, bon, il y a plein de trucs comme ça. Où des fois, on me dit, ouais, les heures des podiums, c'est trop tôt, c'est trop tard. Alors, sachez bien que quand vous faites cette remarque, c'est un horaire qui est trop tôt ou trop tard par rapport à vous, mais pas forcément par rapport à l'inertie de la manifestation. Donc quand vous participez à une course où il y a 1500 coureurs, on ne peut pas mettre un horaire qui corresponde aux 1500 coureurs. On va mettre des horaires qui correspondent à la masse. Mais du coup, il y en a forcément certains qui vont se retrouver lésés. C'est normal, c'est logique. Il n'y a pas de solutions qui vont contenter tout le monde. Et ça, tant qu'on n'a pas organisé, on s'en rend pas compte. Donc, il y a tout un tas de choses à apprendre et c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Alors après, vous pouvez faire encore mieux que, entre guillemets, simplement être bénévole sur une manifestation pendant un jour. Vous pouvez rentrer dans le bureau d'une association qui organise un trail. Et là, vous aurez un vrai rôle. Par exemple, vous serez celui qui va gérer la relation avec les partenaires, la relation avec les prestataires, la relation avec les bénévoles. Vous pouvez être le trésorier, vous pouvez être le gérant du site internet, vous pouvez être le président, c'est celui qui se fait chier à vérifier que le dossier préfecture soit conforme aux exigences de la préfecture et à pas envoyer n'importe quoi pour qu'il soit accepté. Voilà, c'est lui qui a toutes les responsabilités, bref. Donc vous avez tout un tas de rôles au sein des associations, vous pouvez être responsable des baliseurs, voilà, il y a tout un tas de choses. Donc pour ceux qui veulent vraiment s'impliquer, je pense que des courses, il y en a autour de chez vous, hein, il y en a tellement en France. Renseignez-vous, voilà, pour ceux qui sont plus ou moins motivés, à venir faire bénévole une journée pour voir, ou à rentrer carrément dans le bureau. Bon là, je vous cache pas qu'il faut un peu de temps quand même. Donc par exemple, quelqu'un qui rentre dans le bureau au travail niveau Var, qu'est-ce qu'il va être amené à faire ? Normalement, cette année, j'ai quelqu'un qui va gérer les prestataires et j'ai une autre personne qui va gérer les partenaires. Parce qu'avant, je faisais ça en plus de mon rôle de président et je me suis quand même rendu compte que ça faisait beaucoup. Et qu'au bout d'un moment, je vais péter un plomb et je vais envoyer tout le monde se faire... Enfin, ça va pas être cool. Donc, il faut que je délègue un peu plus. Donc, il me faut quelques appuis supplémentaires. Donc, rentrer dans le bureau au travail niveau Var, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'implication ? Je vais pas parler de mon rôle de président parce qu'il est un petit peu plus chronophage. Mais quelqu'un du bureau, il va devoir assister à une réunion tous les mois. Ça représente 3 heures de temps, on va dire. Cette réunion, il n'y a pas besoin de la préparer, mais une fois qu'on sort de la réunion, tout le monde a une tâche à faire pour la réunion d'après. La tâche peut être plus ou moins importante. Par exemple, quelqu'un qui va gérer les partenaires, pour la réunion d'après, sa tâche, ça va être de nous faire un petit bilan. Voilà, j'ai rappelé machin, truc, bidule. Lui, il nous propose ça. Lui, ça coince un peu, il pourra pas nous proposer ça, il va plutôt faire ça, mais il aimerait bien qu'on fasse ça pour lui, etc., etc., etc. Voilà un peu les rôles. Il y a celui qui va gérer les secours, enfin voilà, tout un tas de choses. Donc voilà Frédéric, j'espère que je t'ai bien ouvert les yeux, l'esprit sur le rôle du bénévole, à quoi il sert, etc. Et je terminerai par un petit point sur les barrières horaires, parce que souvent on voit les gens qui râlent « Ouais, la barrière horaire elle est trop serrée et tout ». Bon déjà, commencez par vous entraîner là, parce que c'est assez pénible quand même de voir ça. Mais les barrières horaires, en fait, elles sont pas dimensionnées pour faire plaisir spécialement aux coureurs. Elles sont dimensionnées en accord avec les bénévoles et les secouristes. Il peut y avoir des barrières horaires qui soient jugées plutôt sportives sur certains trails.
C'est vrai, ça va forcer beaucoup de gens à arrêter. Alors pourquoi mettre des barrières un petit peu sélectives parfois sur certains trails? Encore une fois, c'est une certaine rareté. Parce que à des moments, vous allez évoluer en très haute montagne et on ne peut pas se permettre de vous faire gambader des jours et des jours exposé à de si grands dangers que représente la haute montagne, la météo changeante, la difficulté pour les secours d'aller vous chercher. Donc, les secouristes définissent une plage de temps raisonnable pendant laquelle on peut envoyer les coureurs à Pétaouchnok et après, ils ferment le robinet. D'une part. Ensuite, il y a des trails qui se déroulent, qui sont un peu plus urbains, un peu plus, voilà, un peu safe, quoi. On peut, même si vous pétez la jambe, on peut aller vous chercher assez facilement, en camion, on finit en quad et tout. Bref, on arrive à aller vous chercher assez facilement. Donc là, vous pourriez dire, ouais, bah vas-y, tranquille, mets une grosse barrière horaire bien longue, tu vois, comme ça, voilà, même si je suis pas super fort, que je m'entraîne pas beaucoup parce que ça me casse les pieds, je peux quand même réussir à passer la barrière horaire. Non. Non. Pourquoi ? Parce que là, du coup, la barrière horaire va être dimensionnée par rapport à l'envie de mon bénévole, si tu veux. Et, par exemple, moi, j'organise le trail Niveau-les-Revards. Mes barrières horaires, ce sont les mêmes depuis 2003. Cette année, on va en être à 20 ans de barrières horaires similaires. Donc, quand j'entends des coureurs me dire « Ouais, c'est sélectif, machin, tout », bon, ils sont pas nombreux. Hein. Ça me fait doucement rigoler, parce qu'en 2003, personne ne se plaignait. Personne. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on avait des barrières horaires en 2003. Parce qu'en fait, les gens qui n'étaient pas capables de faire 50 bornes, ils venaient pas à ce moment-là. Ils étaient pas. Là, maintenant, il y en a, ils sont ravagés, tu vois. Ils se disent, ouah, c'est un défi, bam, j'arrive et tout. Attention, calme-toi, gros, faut quand même s'entraîner un peu. Ouais, du coup, en fait, j'ai des bénévoles, il y en a, ça fait 20 ans qu'ils viennent. Hein. Il y en a, ils ont fait toutes les éditions. Et même, il y en a, ça fait 10 ans qu'ils viennent, puis il y en a énormément, c'est quasiment la plupart, ça fait au moins 5 ans qu'ils sont là. Ces gens-là, en fait, quand tu leur dis « Ouais, tu vas être en poste de 9h à 16h », pourquoi l'année d'après, je lui dirais « Tu vas être en poste de 9h à 18h ». Tu sais, le mec va pas comprendre, il va faire « Ouais, non, mais attends, Hugo, t'es gentil. Moi, d'habitude, à 16h, je me barrais, je venais ramener mes affaires à la salle. Puis après, avec ma fille, le soir, on faisait autre chose, on allait au ciné, machin, tout, bidule. Là, faut que je reste jusqu'à 18h. Non, franchement, ça m'arrange pas et tout. Et puis le mec revient pas. Donc là, immédiatement, t'es dans la merde, tu vois. Donc, les barrières horaires sont aussi collées à l'emploi du temps, à ce que peut accepter un bénévole, tu vois. Il faut pas trop tirer sur la corde, parce que la première fois, les mecs, ils te disent toujours oui. Et quand ils voient que c'est un peu dur et tout, ça les gave et ils reviennent pas l'année d'après. Tandis que si le mec, il vient, il fait bénévole, il est bien reçu, il y a un bon repas, on lui offre un peu la bière, les boissons, tout ce qu'il veut, le café, tout ça... puis bah son poste il est pas trop chiant parce que ça dure à peu près 4 heures, puis après il peut revenir et tout, il discute avec les autres, c'est sympa. Là le gars il va revenir chaque année, il se dit ouais c'est chouette et tout. Si le mec il vient puis à 6h du mat tu lui files un chasuble, un panneau, tu l'envoies sur une route à Tataouine, il passe 12 heures dehors tout seul, il revient, il y a à peine un merci, puis voilà, ben lui l'an prochain, à moins d'être masochiste, il sera pas là. Hein. Donc il faut, en accord avec tous les partis, il faut écouter un peu les coureurs, parce que si vous mettez une barrière horaire et ça supprime 500 coureurs sur une course à 600, il y a un problème. Effectivement, c'est un peu sélectif. Donc il faut consulter les secouristes, les bénévoles et les coureurs pour trouver la barrière horaire qui va faire plaisir à tout le monde. Et évidemment, il y aura un peu des déçus. Mais bon, il faut essayer de contenter tout le monde. Voilà, je vais arrêter là-dessus. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau podcast. Et pour mes patriotes, on va parler nutrition ce vendredi avec Sébastien Diffenbrom. Et je vous spoil un petit peu, mais malheureusement, si le matin vous mangiez des croissants, je pense qu'il va falloir arrêter cette pratique hérétique. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.